Ok, bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe de Trading Wall Street TV. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. On va parler du Forex et des devises et comment réellement ça nous impacte au quotidien, mais on va faire ça réellement sans graphique parce que pour beaucoup de personnes, les graphiques c'est ennuyeux, ce sont des chiffres sur un ordinateur, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc là, j'ai pensé vraiment faire une vidéo avec des vraies notes de banque. Pourquoi? Parce que les notes de banque, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Donc je vais vraiment vous montrer que vous avez le Forex et les marchés financiers avec vous au quotidien sans même vous en rendre compte réellement. Donc voilà, c'est vraiment à travers cette vidéo, vraiment essayer de démontrer réellement comment ça nous impacte, donner la définition du Forex, comment fonctionne un peu la monnaie et dans notre gouvernement et dans le système de la société actuelle dans laquelle on est maintenant en 2016, comment est-ce que c'est réellement en train de fonctionner, comment est-ce que ça nous impacte, qu'est-ce que le Forex, ce marché Forex, comment on intervient dessus, qui intervient dessus, quels sont réellement les opérateurs principaux et comment réellement les choses se font. Donc réellement comment est-ce que les traders et les investisseurs qui sont dedans, ben, comment est-ce qu'ils font de l'argent sur ce marché-là. On va aussi vous donner une petite historique ben, du dollar américain, le fonctionnement, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va donner aussi? Ben, un exemple concret, ben, voilà, des certaines paires de monnaie, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait de l'argent, comment est-ce que ça se calcule, et ainsi de suite. Vraiment d'une manière, je le répète, basique, très basique, vraiment pour qu'il y ait c'est vraiment au grand public, donc même un gosse de 4 ans va pouvoir le comprendre. Donc voilà, en expliquant ça comme ça avec des biais physiques, parce que voilà, des chiffres sur un ordinateur, ben, et avec des graphiques, c'est pas le truc de tout le monde. Donc là, vraiment, je reviens vraiment avec quelque chose de beaucoup plus organique, on va dire ça comme ça. Donc déjà, dans un premier temps, comme vous voyez ici, il y a pas mal de notes de billets. Bon, ça, on n'utilise plus tout ça ici. Ça, c'est les francs français, les florins hollandais, le franc belge. Maintenant, ben, tout ça, c'est l'euro. Mais là, vraiment, je tenais à montrer ça, ben, voilà, pour qu'il y ait une petite historique. Vous allez peut-être vous demander un peu, il y a quoi comme billet, à la valeur, patati patata, ben voilà. Juste pour vous donner une petite historique, rapidement, pour que vous puissiez réellement voir un peu la valeur de tout ce qu'il y a ici. Ici, là, réellement, il y a plus ou moins 110 euros. Ok, 110, 115 euros. Donc si vous enlevez les quelques euros qu'il y a ici, ben voilà, ça fait 100 euros plus ou moins. Rapidement, 300 francs français aujourd'hui, ça vaut 45 euros. Vous avez les 350 francs belges ici. Donc voilà, il y a une, 2, 3 et un billet de 50 francs belges. Donc 350 francs belges, ça fait 8,75 euros aujourd'hui. 25 florins, ça fait 11,25 € aujourd'hui. 120 roubles que j'ai ici, donc vous pouvez voir, il y a deux billets de 10 roubles russes et un billet de 100 russes. Ça fait exactement 2 euros. Il y a 5 livres sterling, mais ça, c'est une livre sterling particulière, comme vous pouvez le voir ici. C'est un British Pounds, seconde édition, des billets de 1948. Et ça, ce sont des billets qui étaient utilisés, comme vous pouvez le voir ici, British Armed Forces. Donc c'était des forces britanniques qui utilisaient ça durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la seconde édition de ces billets-là. Donc ça, bon, si on met ça en valeur actuelle, donc 5 pounds, ça vaut 5,77 $. 77 pour ceux de France, ok, comme ça vous avez compris. 4 dollars US, ça nous fait 3,50 €. Ça, c'est la monnaie du Congo. Je dis du Congo, vous connaissez bien tous les Congolais là. Ici sur la table, j'ai exactement 5000 francs congolais qui sont égales à 5 dollars. Et 5 dollars, ça nous fait 4,40 €. Là, ici, vous avez des dirhams marocains. Donc j'ai 240 dirhams ici. Et 240 dirhams, ça nous fait exactement 21 euros. 20,90 €, 90 pour les Français. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du shilling du Kenya. 50 shillings, ça nous fait exactement 43 cents d'euros, donc 0,43 euros, ça nous fait. Et j'ai des quetzals du Guatemala ici. 10 quetzals, exactement comme vous pouvez le voir ici. Ça nous fait 1,17 €. Ok, 1,17 €. Donc quand vous calculez tout ça, vous rajoutez ici, il y a quoi pour l'exemple que je vais faire aujourd'hui? J'ai mis là 5, des billets de 5 euros. Bah, au total, ici, bah, quand vous analysez, enfin, quand vous calculez tout ça, vous êtes bon en maths, bah, vous faites le total, bah, ça nous fait 113, 115 euros comme ça. On ne va pas commencer à compter les pièces et les poussières. Donc, revenons rapidement. Là, ça, on va commencer. Là, vous avez vu un peu les devises internationales parce que le Forex, réellement, c'est ça. C'est le marché des devises internationales. Donc, on va donner une rapide définition. Le Forex, c'est ceci. Forex, ça s'écrit comme ça, et ça veut dire Foreign Exchange. Donc c'est quoi? For de foreign, donc étranger, exchange, donc le change, et c'est un change quoi? Des devises internationales. Donc le dollar, l'euro, le franc suisse, la livre sterling, avec a 2 Y, ça c'est le yen japonais, et ça c'est le yuan chinois, le renminbi, qui son sigle aussi c'est le même Y, avec les deux barres horizontales, comme le
fameux yen japonais. Donc maintenant, quand vous voyez ce marché Forex, qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? C'est un marché interbancaire, donc c'est un marché qui n'est pas centralisé. Disons que ça, on va avoir un exemple, ça c'est le stock market. Lorsque je vends, on va dire ici j'ai deux banques, j'ai Banque BBVA et Banque Bankia, et que on va dire par ici, il y a un acheteur par ici et on va dire et un acheteur par là, on va dire que c'est deux personnes différentes, et ben comment dirais-je, toutes les actions transitent par la centrale, donc par le stock exchange, et à partir de là, ben, ceux qui vendent et achètent, ben, comment dirais-je, c'est centralisé. Donc le marché il est régulé, on sait, on connaît exactement le volume. Donc on sait qu'on va dire par exemple il y a 10 actions de BBVA qui ont été échangées aujourd'hui et 20 actions de Bankia qui ont été achetées aujourd'hui. Et on a des acheteurs d'un côté et des vendeurs de l'autre côté. Donc on sait exactement comment dirais-je, le volume exact de transactions qui s'est passé en une journée, durant une semaine, durant un mois, et ainsi de suite. On va dire que toute transaction est enregistrée, pour ainsi dire ça. Mais maintenant, ce qui se passe dans le marché Forex, c'est un marché interbancaire et interbanque centrale. Là, il n'y a pas de centrale. Donc, c'est un marché qui se passe de gré à gré. Ça s'appelle en anglais un OTC, Over the Counter. Donc, c'est un marché de gré à gré et ce n'est pas centralisé. Donc, on ne peut pas savoir exactement le volume de transactions. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous que ça, c'est la France, ça, c'est la Hollande, ça, c'est la Belgique, les États-Unis, la zone euro, donc tous les pays de la zone euro, donc l'Europe de l'Ouest, la Russie, l'Angleterre ici, le Kenya, le Maroc, le Guatemala et le Congo. Eh ben, les transactions se font d'un pays à un autre. Donc, Congo, États-Unis, Congo, Belgique, Congo, France directement, Hollande, États-Unis, euh, on va dire quoi, zone euro, Russie, Russie, Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, Guatemala, Grande-Bretagne, Maroc, on va dire France via la zone euro avec directement le Maroc, la Hollande, zone euro directement avec le Kenya, États-Unis, Kenya, donc ça se passe de gré à gré. Pourquoi est-ce qu'il y a le marché du Forex? C'est comme je dis que c'est un marché de banque centrale et comment dirais-je, interbancaires, des grosses banques. L'argent circule de cette manière-là. Pourquoi? Parce que bon, vous devez comprendre, on va prendre un exemple par là, que chaque pays, donc chaque gouvernement, doit avoir dans ses caisses des réserves de monnaie étrangère. Pourquoi? Parce qu'avec cette monnaie, qui sont réellement des notes de banque, comme vous pouvez le voir ici, on va prendre le célèbre dollar américain. Tiens, ce dollar-là, il ne veut jamais se mettre bien. Donc ça va faire parler les amis qui aiment bien tous les genres de signes et tout bazar. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qui se passe ici, comme vous voyez, c'est marqué attendez, voilà, Federal Reserve Note. Donc cette note, elle appartient à la Réserve fédérale, donc à la Fed. C'est la Fed qui émet cette note, donc, et pas les États-Unis d'Amérique. Donc je vais vraiment vous expliquer ça dans un petit instant, on va y revenir, donc retenez ça en tête. Donc comme je disais, c'est un marché interbancaire. Pourquoi? Parce que chaque banque, donc les États-Unis, ça c'est les États-Unis, ben, les États-Unis doivent avoir, à l'époque de Giscard d'Estaing, De Gaulle et Mitterrand, ben, les États-Unis devaient avoir des réserves en francs français, en florins, en francs belges, en roubles, en pounds et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des accords commerciaux et lorsqu'on est en train de faire du commerce international, donc on achète et on vend des biens et des services à des pays étrangers, donc de l'import-export. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pour ça? Ben voilà, quand les États-Unis sont en train de dealer avec M. De Gaulle et les sociétés françaises, et ben les échanges se passaient en francs français et en dollars. Donc voilà, donc tout le monde devait avoir des réserves, comment dirais-je, de devises étrangères pour pouvoir d'un autre côté payer pour des transactions et aussi d'un autre côté pouvoir maintenir un taux d'échange quand même assez régulier et assez stable par rapport aux autres monnaies dues aux échanges internationaux. Donc pourquoi? C'est-à-dire que la France, dans ses réserves, doit avoir des billets de banque d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'elle doit être capable d'entrer sur les marchés internationaux et pouvoir soutenir sa monnaie, tant en l'achetant comme en la vendant et en se maintenant à flot. Pourquoi? Pour maintenir la valeur de sa monnaie. Parce qu'une fois que sa monnaie est dévaluée trop fort, on veut dire qu'il y a trop de gens qui sont en train de vendre les francs français, ben voilà, sa monnaie, elle est dévaluée. Ça peut apporter du bon comme du mauvais. Mais bon, là, vous voyez, en gros, réellement, le principe, il est où on ne va pas rentrer dans les détails, on va vraiment aller rapidement sur tous les trucs. Donc, on a vu la définition du Forex, on a vu que c'est un marché OTC, donc Over the Counter, qui se passe de gré à gré, donc interbancaire, banque centrale d'un pays à un autre. Maintenant, on va se focaliser un peu plus sur comment réellement ben, la monnaie arrive réellement en circulation. On va prendre un exemple, on va rester en France. Disons que c'était la France sous Mitterrand et De Gaulle, ainsi de suite et tout ça. Ça, on va dire que c'est la Banque centrale française. Comme vous voyez déjà à l'époque, on va le voir aussi ici. Ça, c'est une note de banque de 100 francs français. Et vous voyez que c'est marqué Banque de France. Donc rappelez-vous que ce billet, il appartient à la Banque de France et non à la France. Donc ça, c'est la Banque de France, qui est une entité privée, comme la Fed, comme la BCE et ainsi de suite. Et ça ici, on va dire que c'est le gouvernement français.
Le gouvernement français, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est responsable de l'économie de la France. Mais pour faire fonctionner l'économie de la France, il a besoin de financer l'économie de la France et il va aller voir la Banque centrale. Il va dire à la Banque centrale, écoute, pour faire fonctionner l'économie, moi j'ai besoin de 300 francs français. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que la Banque centrale de France va dire, ok, voici 300 francs français, on va y voir 1, 2, 3. Le gouvernement les prend pour faire fonctionner son économie, patati patata. Mais maintenant, en échange de quoi? Le gouvernement français va émettre ce qu'on appelle un bon du trésor. Donc, c'est-à-dire quoi? Une promesse de remboursement de ces 300, francs français à la Banque centrale de France, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans, etc. Donc, ceux qui connaissent les bons du trésor, vous avez il y a différentes, comment dirais-je, horizons de temps pour voir différentes échéances, on va dire ça comme ça, et plus un intérêt. On va dire que maintenant, l'intérêt, un exemple, je dis bien exemple, l'intérêt, disons qu'il doit rembourser 300 euros, plus, enfin 300 francs français, pardon, plus 1% d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il va devoir rembourser dans 10 ans, dans 30 ans, ou etc. Quel soit le temps qu'ils ont convenu entre eux pour les échéances. Il va devoir rembourser 303 francs français à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale a donné les 300 francs. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui est responsable de l'économie a besoin de se financer. Il se finance auprès de qui? Auprès de la Banque centrale. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'économie d'un pays et la finance, c'est deux choses complètement différentes. La France, le gouvernement français va se financer auprès de la Banque centrale pour faire fonctionner l'économie. Et donc, elle va émettre un bon du trésor, ici, avec promesse de remboursement dans une échéance X dans le temps, plus intérêt. Donc 300 francs français plus un intérêt d'1%, donc 303 francs français dans 10, 20, 30 ans, etc. Donc ça, c'est à eux à convenir. Maintenant, la Banque centrale a ça. Les amis traders et investisseurs qui savent ça, savent très bien que les bons du Trésor aussi peuvent être négociés. Donc, c'est-à-dire que la Banque centrale française, la Banque de France, peut décider, elle aussi, de faire du business avec ces bons du Trésor. Et on le sait très bien. Par exemple, elle peut vendre ses bons du Trésor à la Chine, aux États-Unis, et ainsi de suite et tout ça, et même le public. Donc toute personne peut aller, toi, ta tante, ta grand-mère, ton ami, ta copine, qui tu veux, ton chien, peut aller s'acheter un bon du trésor, et moyennant quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une aide pour pouvoir rembourser cette promesse de dette, donc aider la France à se financer, à rembourser cette dette à la Banque centrale, et la Banque centrale aussi peut faire du business avec. Donc tu peux en acquérir un physique, ou tu peux les trader avec, sur les différents marchés financiers, enfin sur les différentes plateformes de courtage électronique qui existent aujourd'hui online. Donc ça peut être fait. Donc ça, ceux qui traitent déjà, ils connaissent ce bazar-là. Donc ça, c'est vraiment rapidement pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc je répète rapidement. On va rapidement répéter le fonctionnement. Donc ça, je vais déposer ça là comme ça. Donc le fonctionnement, c'est ça. Banque centrale française, ça c'est elle qui crée la monnaie. Ouais, que les notes de billets, donc les notes de banque, ça c'est pas de l'argent, c'est des notes de banque, ça lui appartient. Le gouvernement français a besoin de faire fonctionner l'économie, il a besoin de 300 francs français, il va demander l'argent à la banque centrale lui dit ok, je te donne les 300 balles, le gouvernement prend l'argent et le gouvernement donne une promesse, une reconnaissance de dette à X échéance de temps, plus intérêt. Dans ce cas, on va dire, on a pris comme exemple 1%, 303 à rembourser, 303 francs à rembourser à la Banque de France dans X temps. Donc la banque, elle garde son bon. Après, elle en fait ce qu'elle veut, elle les remet sur les marchés financiers, et elle négocie et fait ses opérations avec. Et la Banque de France, et maintenant le gouvernement français, pardon, qu'est-ce qu'il a? Lorsqu'il a son argent, le gouvernement français, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre des banques, on va dire que ça, ce sont des banques. Bon, ça, ce sont des banques espagnoles, mais bon, c'est pas grave. On va juste cacher les noms. Il va déposer l'argent dans les comptes qu'il a dans ces différentes banques à travers le pays. Et ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a Serge 1 qui va venir, il a besoin, bon déjà, il y a tout ce qui est public qui va permettre d'être fonds, enfin, cet argent va permettre de financer tout ce qui est public, donc tout ce que le gouvernement a, donc tout ce qui sont tout ce qui est d'ordre public pour que tout soit en train de fonctionner, donc tous les, comment dirais-je, tous ceux qui travaillent pour le gouvernement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, après, cet argent, quand il est rentré dans le système, il est déposé dans différentes banques. Mais maintenant, Serge 1 peut venir prendre un crédit, un prêt hypothécaire. Serge 2 peut venir acheter un crédit pour sa nouvelle Porsche. Et Serge 3, lui, il veut ouvrir un business. C'est un indépendant, c'est un autonome, il veut avoir son truc, il va venir prendre des prêts, ainsi de suite. Donc maintenant, l'argent est rentré dans le système, d'un côté au niveau public et d'un autre côté au niveau privé. Donc ça, c'est comme ça que l'argent est arrivé. Et c'est pour ça qu'on doit collecter des taxes, parce que ces taxes-là, ça fait partie de ce que le gouvernement doit ramener
dans ses caisses pour pouvoir rembourser les dettes qu'il y a. Donc vraiment, ceux qui sont en train de rembourser les dettes, bah, c'est vous, c'est moi, et ainsi de suite. Tous ceux qui, nous tous là qui vivons dans tous ces pays. Donc vraiment comprendre ce fonctionnement. C'est comme ça réellement que le truc fonctionne. Là vraiment, c'est vraiment donné d'une manière rapide, mais je pense qu'avec des billets physiques, les gens vont le comprendre parce que des billets, tout le monde en a besoin. Ok, donc là, on a eu notre petit exemple, on a compris un peu comment c'est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se passer. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous expliquais ça rapidement? Je vous explique ça rapidement, pourquoi? Parce que ça, c'est la manière dont la monnaie est créée, comment est-ce que la monnaie arrive dans le système. Et ça a tout à voir, pardon, on va enlever ça, ça a tout à voir avec ce qu'est le marché du Forex. Parce qu'après, qu'est-ce qui est en train de se passer? Sur le Forex, il faut savoir que quand on est là-dedans, vous voyez vraiment que c'est la micro et la macroéconomie. On va ramener ici notre gouvernement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va influencer les mouvements, donc l'appréciation, donc quand une monnaie est évaluée à la hausse ou la dévaluation d'une monnaie, donc sa dépréciation par rapport à une autre, faisait que ce sont des paires de monnaies, la fameuse paire euro-dollar, ça a vraiment à voir avec quoi? Avec la macro et microéconomie de tous ces pays-là. Donc ça a à voir avec la macroéconomie globale et la microéconomie de la zone euro, microéconomie, l'économie américaine, et l'économie, c'est le gouvernement qui s'en charge. Là, qu'est-ce qui intervient réellement lorsqu'on est en train de parler d'économie? Ce sont la croissance du PIB, donc du produit intérieur brut, pardon, de manière trimestrielle, de manière mensuelle, de manière annuelle. On a les taux de chômage, on a la création d'emplois, on a le PIB par capita et donc par ménage. Est-ce que les gens sont bien payés? Est-ce que les gens ont de l'argent à la fin du mois? Est-ce qu'avec l'argent qu'ont les gens, ouais, l'indice de confiance dans la consommation et ainsi de suite, comment va le gouvernement, le taux de chômage du pays, le taux d'emploi qui est créé, tout ça, ce sont des données macro et microéconomiques qui vont influencer la valeur d'une monnaie. Donc il est important d'avoir ces chiffres-là. Donc tous ceux qui connaissent, tous ceux qui investissent, tous ceux qui sont en train de trader, ils regardent ces chiffres-là pour l'euro par rapport à, on va dire, l'euro dans le cas de l'euro-dollar. Donc ça, ce sont les catalyseurs, donc ce sont ces données macroéconomiques qui vont influencer les mouvements, les fluctuations de prix d'une monnaie sur les marchés du Forex. Donc dans ce cas-ci, si on prend la France, et voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Et lorsqu'on est réellement en train de faire l'euro-dollar, dans ce cas-ci, ou bien quand on faisait la France, qui fait partie de la zone euro par rapport au dollar, ce sont toutes ces données-là qui vont faire bouger réellement, comment dirais-je, une monnaie, ou à la hausse ou à la baisse. Et en plus de ça aussi, on doit aussi rajouter aussi, ici, on va rajouter la banque centrale qui, elle aussi, peut rentrer dans le marché et de trois manières. Enfin, elle a des données qui influencent les monnaies de trois manières. Manière numéro un, ce sont les taux d'intérêt. Tout le monde connaît maintenant ce qui est en train de se passer. On va dire si c'est pour la Banque centrale européenne, c'est M. Draghi, dès qu'il y a un speech, on voit les fluctuations de prix, donc la volatilité qui peut rentrer. OK. Numéro 2, la Fed américaine, on a Madame Janet Yellen, lorsqu'elle est en train de parler des types d'intérêts, vous voyez bien le chaos que ça fait. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces choses-là, ce sont des personnes qui sont encore plus importantes que Kim Kardashian et Beyoncé, qui vraiment influencent la valeur de la monnaie que tu as dans ton portefeuille, dans ton billet pour lequel tu es en train de travailler dur. Donc au lieu de s'intéresser aux autres gens, il faut peut-être s'intéresser à cela. C'est chiant, je vous dis, c'est chiant. Quand ils sont en train de parler, vous avez envie de dormir. Mais tu vois, ici, j'ai tenu à mettre des billets parce que tout le monde est en train de courir après ça. On travaille dur chaque mois, on se lève le matin et ainsi de suite pour ça. Il y a des personnes qui n'ont plus de pension, qui n'ont plus rien et quoi que ce soit parce qu'il y a un jeu que toutes ces entités-là sont en train, comment dirais-je, dans lequel ils sont en train de participer, de jouer. Ils ont mis un système, une infrastructure sur place et sur pied qui profite à un certain groupe de personnes et pas à tout le monde. Donc le fait d'avoir une éducation financière est quand même assez important pour pouvoir savoir ce qui se passe. Après, je ferai une petite parenthèse sur moi pour expliquer le pourquoi du comment est-ce que je fais ça. Bon, maintenant, je reviens à ce que je disais. Donc, la Banque centrale a trois manières d'influencer les fluctuations du prix. Donc, un, les types d'intérêt. On sait que maintenant, ils sont super bas. Comme aux États-Unis, ils sont à 25 points base. Et on est en train d'espérer un hike, donc qui augmente les taux d'intérêt. Deuxième chose qu'il y a, c'est comment dirais-je, en contrôlant l'inflation et la déflation, ce qui veut dire augmenter le nombre de notes de banque en circulation dans le système ou en enlever, ou réduire le nombre de billets en circulation dans le système. Et c'est ça qui crée l'inflation et la déflation. Donc, c'est-à-dire, s'il y avait, on va dire, 10 000 billets, lorsqu'il y avait 10 000 billets en circulation, le prix du lait était de 1 euro, maintenant, s'il y a 20 000 billets, le prix du lait va remonter. Un exemple, à 2 euros. Et si maintenant on enlève, ça va redescendre, ainsi de suite. Mais maintenant, quand l'inflation doit être là, il faut que le reste, le reste du coût de la vie, pardon, donc les salaires, ainsi de suite, doivent s'ajuster à l'inflation. Et c'est ça qui crée du chaos. Parce que lorsqu'il y a des spreads, donc des marges entre l'inflation et la déflation, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est ça qui est en train, on va dire ça concrètement, c'est ça qui est en train de foutre la vie de beaucoup de personnes en l'air. Voilà, tout simplement.
Et la troisième chose que les banques sont en train de faire maintenant, M. Draghi est un expert là-dedans, enfin la Banque Centrale Européenne et la Fed, et bien sûr les Japonais et ainsi de suite, c'est le QE, donc le QE, Quantitative Easing. Donc c'est du stimulus, donc c'est-à-dire quand on stimule l'économie en injectant des trilliards ou des milliards, bon, on peut dire ça, on peut dire ça comme ça, des trilliards dans l'économie. Lorsqu'on jette des trilliards dans l'économie, ben, ça fait quelque chose. Mais ce qui se passe, c'est que cet argent reste au niveau des banques centrales, qu'ils redistribuent directement aux banques qui sont associées à eux. Et cet argent, on va dire, n'arrive pas à monsieur et madame tout le monde, n'arrive pas à, on va dire, à Serge 1, Serge 2 et Serge 3. Ben, cet argent reste, on va dire, dans les grandes banques, donc JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America. Et c'est avec ça qui, eux, maintenant peuvent soutenir les indices, donc en rachetant directement des actions et en donnant l'argent directement aux grosses corporations et non à monsieur et madame tout le monde. Donc vous voyez déjà, ça c'est juste pour vous montrer un peu le système dans lequel on est, comment ça fonctionne et comment ça va, comment est-ce que ça influence la monnaie et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça c'est des manières dans lesquelles ça, ce sont, comment dirais-je, donc je répète, les données macroéconomiques et plus et les politiques des banques centrales, c'est ça réellement qui est en train de faire bouger les monnaies sur les marchés. Donc ça c'est vraiment un marché pour les grands players. Maintenant, lorsque vous avez des personnes beaucoup plus petites qui veulent rentrer dans le marché Forex et ils rentrent, ils sont en train de trader le Forex, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans le Forex, c'est vraiment une guerre internationale. Vous rentrez en zone de guerre et vous allez exploser. Ok? Donc là, vous avez compris un peu rapidement ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, ben voilà, ceux qui savent ce qui est en train de se faire, donc qui contrôlent les informations économiques, donc les données globales, macro et microéconomiques et les rapports des banques centrales, ainsi de suite, peuvent profiter de cela. Un petit rappel, un trader qui est très connu, qui pour moi c'est le trader number one dans le monde, c'est George Soros avec son fameux trade sur le pound en 92. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, George Soros c'était en 82 ou 92, enfin soit. Ça me reviendra, c'est une de ces deux années-là. C'était lorsqu'il a shorté, donc lorsqu'il a vendu le British Pound, parce qu'il a réussi à mettre la main sur une information clé qui démontrait que la Banque of England et le gouvernement anglais allaient dévaluer le pound et il n'avait pas assez de pound en réserve pour pouvoir soutenir sa monnaie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le pound en prenant un excès de levier, ce qui lui a permis de vendre le pound avec beaucoup plus de capital que ce qu'il n'avait. Et ben, ça lui a rapporté 1 milliard en une journée. Et c'est ça qui lui a valu son surnom de Man Who Broke the Bank of England, parce qu'en une journée, le mec a fait 1 milliard. Donc voilà, quand vous avez la bonne information et que vous pouvez anticiper les fluctuations de prix, les mouvements, ben, ça c'est le type de jeu que vous pouvez faire. Mais en n'oubliant jamais ben, quels sont les grands acteurs qui sont en train de rentrer, de jouer là-dedans. Donc là maintenant, on va aller directement. Là, on a vu un peu l'historique. On a vu un peu comment est-ce que les banques centrales fonctionnent, on a vu un peu les différentes monnaies que sont, voilà, que ça bouge d'interbanque, c'est un marché qui bouge de gré à gré. On a vu quels étaient les intervenants, qu'est-ce qui faisait bouger le marché. Maintenant, on va regarder un peu, on va bouger le franc français, les francs belges et tout ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Maintenant, on va se focaliser, on va dire quoi? On va se focaliser plutôt sur les paires. Sur les paires les différentes paires qu'on a. Il y a une paire qui est très connue, que tout le monde connaît, qui est celle-ci, qui est l'euro-dollar. Ok, donc tout le monde connaît cette fameuse paire. Donc dans le Forex, c'est la première paire qu'on vous dit, ouais, allez trader l'euro-dollar. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le marché du Forex, c'est le marché qui est le plus liquide au monde. Il y a des trilliards, entre 2 et 5 trilliards, qui sont échangés tous les jours en valeur de notre banque, donc en valeur d'argent. Donc ça fait beaucoup, c'est énorme. C'est énorme tous les jours. Pourquoi? Parce que vous voyez, les pays ont besoin d'argent pour tout ce qui est les corporations et tout ce qui va avec. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Lorsque vous êtes en train de trader l'euro-dollar, on va dire que l'euro-dollar, c'est la paire la plus connue. Donc, on va dire que maintenant, vu qu'on est samedi, les marchés sont fermés. L'euro-dollar a fermé exactement à 1,1324. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous voyez ça, ça ne vous dit pas grand-chose à tout le monde. Mais bon, attendez, pardon, ce pas ça va tomber. On va rappeler rapidement c'est quoi. Ça veut dire que quand vous voyez ça, c'est la monnaie de base et c'est la monnaie de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut juste dire une petite chose. Attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit il me faut combien de dollars pour acheter 1 euro. Dans ce cas-ci, il me faut 1,1324 pour acheter 1 euro. Donc imaginez-vous que ça c'est une pièce d'1 euro, mais bon voilà. Ok? Donc il faut combien de dollars pour acheter 1 euro? Dans ce cas-ci, il faut 1,1324. Et maintenant, là, comme vous savez que ce sont les grands banquiers, les banques centrales, les grosses corporations qui ont droit à avoir ce marché, maintenant nous, les particuliers, on a maintenant des comptes de brokers en ligne. Et les brokers en ligne, aujourd'hui, donc broker veut dire courtier,
qui eux nous vendent ce qu'on appelle des CFD. Donc ce sont des CFD, donc des Contract for Difference. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les définitions, mais on va juste montrer comment ça fonctionne. Donc c'est un contrat sur un sous-jacent. Le sous-jacent, c'est réellement l'euro-dollar. Et lui va nous offrir un contrat qui va émuler, on va dire, les fluctuations de prix, de ces variations de prix-là, en temps réel, comment dirais-je, en temps réel à travers sa plateforme. Donc la plateforme que lui va nous donner gratuitement, où on va pouvoir entrer nos ordres d'achat et de vente sur cette monnaie, l'euro-dollar. Donc nous, on négocie sur un contrat et ce contrat réellement est en train d'imiter, on va dire, de refléter les mouvements en temps réel, d'après ce que lui il est en train de nous dire, sur le réel euro-dollar. Donc nous maintenant, par rapport à ça, nous avons un truc qui s'appelle, on peut négocier grâce à ça, grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc un levier typique qui nous donne, lui, c'est un levier de 1 à 100. Donc ça veut dire si je dépose 100 euros, bien, dans ce cas-ci, vu que c'est un euro-dollar, donc 100 dollars, ben, je peux contrôler un lot de 10 000 dollars. Parce que réellement, le lot se fait comment? C'est la monnaie de croisement. On a un lot de 10 000 dollars pour pouvoir racheter des euros. Donc dans ce cas-ci, dans l'euro-dollar, si moi je veux négocier un contrat, un lot standard, d'abord on va dire que le lot standard commence à 100 000 dollars. Ça c'est un lot standard, 100 000 dollars. Maintenant pour contrôler ces 100 000 dollars, ben, j'aurais besoin moi d'avoir une marge de combien? De 1000 euros exactement, ok? Vu que 1000 dollars, pardon, vu que c'est les 1% que moi je dois mettre par rapport à l'effet de levier que lui me donne, donc c'est 1 à 100. Donc ça, c'est un truc qui est avantageux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vers le Forex, parce que le Forex leur permet, avec peu d'argent, de contrôler des gros lots. Mais ça, c'est un danger. Ça veut dire quoi? Toi, tu as 1%. Si toi, tu as une exposition de marché de 10 000 dollars, ou dans ce cas-ci de 100 000 dollars, une variation de prix de 1%, tu es out si tu n'as plus d'argent. Donc ça, ce n'est pas une manière intéressante, intelligente de le faire. Bon, là, on va revenir. Maintenant, on va voir une chose qu'il y a, c'est que dans le Forex, maintenant, ça, vous avez vu que c'est le taux de change. Nous, maintenant, on gagne de l'argent. Comment dans le Forex? C'est en fonction des variations de prix de ceci. Et ceci, on appelle ça des pips. Donc, price interest point. Donc, prix intérêt au point. Donc ça, ce sont des pips. Et le pip va jusqu'au 4e décimal. Ce qui veut dire que dans mon lot de 100 000, ça c'est un lot standard, donc ça commence à partir de 100 000. Les brokers online pour les plus petits investisseurs, donc les particuliers comme vous et moi, nous on peut aller, ils nous les fractionnent. Et on a des lots de 10 000, des lots de 5 000, même des lots de 1000, j'ai vu sur certains brokers, avec des effets de levier qui vont aller du 201. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait du 501, même du 1001. Ça c'est une folie extrême. Mais bon, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Nous, comme lot standard, on a 100 000. Et maintenant, on a vu qu'on a des pips qui vont jusqu'au 4e décimal. Qu'est-ce qui fait que nous, on est en train de gagner de l'argent? Disons que ça, c'est 23, et là, c'est monté à 25. Pour calculer la valeur du pip, vu que c'est le 4e décimal, il y a un petit truc rapide, c'est qu'on compte 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que moi, chaque variation de prix, donc ça, quand ça va passer à 1,1324 à 1,1325, chaque variation de prix à la hausse, ça vaut 10 euros. Et à la baisse, ça vaut aussi 10 dollars à la hausse, 10 dollars à la baisse. Et la plateforme, vu que moi je suis en euros, je suis aussi en Europe et j'ai envie d'avoir un compte en euros, va directement me faire la conversion. Ça se fait de manière automatique, donc on n'a pas à soucier de ça. Mais là maintenant, on va rester en dollars. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je décide d'acheter l'euro, donc je dis que l'euro va s'apprécier d'une manière beaucoup plus forte par rapport au dollar, donc c'est-à-dire que le dollar est en baisse, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de vendre le dollar, moi j'achète l'euro, donc je suis à la hausse, on va dire ici à l'achat, et que j'ai un lot standard de 100 000, donc c'est-à-dire que chaque point me vaut 10 dollars. Si ça passe de 1,1324 à 1,1325, vu que moi je suis à l'achat, eh ben, j'aurais gagné 10. Ok? J'aurais gagné 10 dollars. Et si ça continue à monter, si ça va de 24 à 30, donc ça fait 6 pips, 6 points d'intérêt au prix. Enfin, ouais, 6 pips. Donc qu'est-ce que ça veut dire? 6 pips par 10. Vous avez le calcul, c'est très simple, ça fait 60. Si maintenant, moi, j'étais à l'achat et que maintenant le dollar, enfin l'euro, est en train de perdre de la valeur et que le dollar gagne de la valeur, eh ben moi, vu que moi j'étais à l'achat, ben ici l'opération va contre moi, ben de 24 à 23, ben j'aurais perdu 10 points parce qu'il y a juste une variation de 1 pips. De 4 à 3, c'est une variation de 1 pips. Donc comme je suis à 10 dollars le pips, eh ben vous faites le calcul. Donc maintenant, vous imaginez comment est-ce que des gars comme George Soros sont en train de gagner dur et gagner fort. Parce qu'ils connaissent ce mécanisme, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, et ça, c'est un contrat standard. Donc ça, c'est le standard. Il y a des mini-contrats. Il y a des mini-contrats et des micro-contrats. Alors maintenant, imaginez-vous les calculs lorsque vous avez des gars qui ont des lots d'1 million de dollars. Et le petit calcul, comme j'ai dit, c'est 1, 2, 3, 4. Donc chaque pips ici vaut 100
dollars. Donc de 24 à 25, moi j'ai gagné 100. De 24 à 23, j'ai perdu 100. Disons que j'étais à la hausse. Et le gros avantage de ce marché-là, c'est que ici, nous pouvons prendre ce qu'on appelle des positions longues. Donc on peut acheter et on peut vendre. Et on peut gagner dans les deux sens. Ça, c'est, on va dire, le joli côté de ce qu'on appelle le marché Forex et, comment dire, trader et investir en ligne. Ça, c'est le petit truc qu'il y a qui nous permet, nous, ben, peu importe où ça va, si on est bien placé, donc c'est-à-dire si on a les bonnes informations économiques, macro et micro, et qu'on sait exactement dans quelle ambiance, dans quel environnement les banques centrales sont en train d'évoluer, et qu'on a des bonnes probabilités et qu'on arrive à bien calculer notre risque, eh ben on peut faire des très bons profits. Que ce soit à long terme, que ce soit dans la journée. Moi, je préfère des opérations à long terme. Donc, on peut faire des performances pas aussi grosses que celles de George Soros, parce qu'il faut avoir du gros capital. Comme je dis, c'est un marché de gros requins. Vous êtes des petits oiseaux, des petites souris, enfin, on est des petits oiseaux, des petites souris, des petites mouches. Et ça, ce sont des gros monstres, ce sont des gros dinosaures. Donc, on n'a pas la même force d'achat qu'eux. Mais en restant réaliste, en sachant ce qu'eux vont faire, en anticipant même pas en anticipant, mais en anticipant les futurs mouvements et qu'on fait des bonnes probabilités, qu'on gère bien notre risque, on peut arriver à faire, comment dirais-je, de bons profits. Mais comme je dis, c'est tout est basé sur le risque, savoir calculer le risque. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement. Ça a été très rapide. Je donne ça vraiment d'une manière simple, rapide, pour que tout le monde comprenne. Ok. Donc là, vous avez vu un peu comment le truc se passe. Donc là, maintenant, vous avez vu réellement un petit exemple, vous avez vu ce qu'il y a, vous avez vu un peu l'historique, on a vu un peu qu'est-ce qui fait que le marché est en train de bouger, qu'est-ce qu'on a, quels étaient les intervenants, comment est-ce que nous, en tant que particuliers, on peut intervenir dessus, parce que beaucoup de gens vont aller vers le Forex par rapport à ça. Comme je dis, c'est très avantageux de pouvoir être là, profiter du levier. Et maintenant, on va essayer, on va faire une petite vidéo, on est déjà dans la vidéo, je veux dire, on va faire une petite vidéo, on va continuer un peu rapidement, on va replacer un peu tous nos billets. Et maintenant, on va donner une petite historique de notre cher ami du dollar américain. On va faire une petite historique rapide. Donc là, attendez, je replace un peu tous mes billets. Ouais, billets de 50. On peut le laisser là. Cher ami Roi Baudouin, Reine Fabiola, qui repose en paix parce qu'ils sont déjà morts. Donc voilà, on va revenir un peu. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va revenir un peu à ce qu'on avait. Donc beaucoup de gens qui sont en train de trader connaissent les fameuses paires, quoi. Donc rapidement, pour parler des paires qu'on peut retrouver sur le Forex, on a l'euro-dollar qui est très connu, on a le Grand British Pound dollar américain, on a le dollar américain rouble, l'euro rouble. Bon, ça maintenant on n'a plus, et là maintenant on a tout le reste. Donc on a la plupart des pays africains. Vous avez ici pour le Congo, et pour ce qui est ici du Kenya, la plupart des pays africains sont adossés directement au dollar américain. La plupart des pays latino-américains aussi. Donc vous allez toujours trouver USD, ici le Quetzal, du Guatemala et ainsi de suite. Donc USD, dirham marocain et ainsi de suite. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est un peu comme ça que c'est en train de se passer. Donc ça c'est toutes les ensembles de paires sur lesquelles on va pouvoir négocier tant à la hausse comme à la baisse. Donc il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Et maintenant